Alors bonjour, je suis Fabrice Desmazeries, ça fait 16 ans que je fais des produits digitaux maintenant. J'étais essentiellement entrepreneur à la base. J'ai été directeur produit et growth de Deezer. Aujourd'hui, je travaille chez Tiga. Et ça fait 16 ans que j'ai un hobby. C'est que je suis passionné par un petit animal un peu mystérieux qui s'appelle, marchera pas, l'utilisateur. Alors l'utilisateur de la famille des humanoptères est essentiellement connu pour deux usages. Un, justifier qu'on fait des user stories dans le format as-a. Et deuxième chose, pour aller servir de bouc émissaire pour les failles de sécurité se passant habituellement entre le siège et l'appareil. Et l'utilisateur, il a une caractéristique principale, c'est qu'il est limité. Alors il n'est pas bête, hein. Il n'est pas bête, enfin, pas tout le temps. Mais il est limité. Et il est limité, c'est pas sa faute. C'est parce qu'il est construit comme ça cognitivement. Si vous regardez un peu comment ça marche, un utilisateur au final, sa perception, il est persuadé que ce qu'il voit du monde, c'est la réalité. Il est persuadé que ses yeux, ses oreilles et autres lui montrent une image véridique de la réalité. Évidemment, c'est faux, hein, sa perception est subjective. Des utilisateurs se battront pour vous dire que le chat descend les escaliers plutôt qu'il les monte. Et on a entendu des couples se quitter parce que l'un pensait que la robe était blanche et dorée et pas bleue et noire. Alors pour la réponse, la robe est bleue et noire. Hein, c'est simplement que la perception de l'utilisateur fait que selon que son cerveau considère que la lumière est une lumière artificielle, une lumière naturelle, il ne va pas interpréter les couleurs de la même façon. Sa mémoire. L'utilisateur est persuadé que tout ce qu'il enregistre est mis directement dans un disque dur qui s'appelle la mémoire et qu'il suffit d'aller searcher pour le streamer comme sur Netflix. Ça ne marche pas comme ça. Voilà, ça ne marche pas comme ça. Il va reconstruire ses souvenirs avec des biais dans tous les sens. Et donc sa mémoire, elle est faillible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez tromper l'utilisateur, il suffit de lui demander le nom des 7 nains ou des 7 péchés capitaux au choix, et il peut y passer bien une demi-heure en disant « Ah, il m'en manque un, il m'en manque un !» Son attention. Son attention est, comment dirais-je, il est persuadé qu'il peut faire du multitasking. Surtout quand l'utilisateur est de sexe féminin. Persuadé qu'il fait beaucoup mieux le multitasking que de sexe masculin. Et malheureusement non. Malheureusement non. Son attention est extrêmement limitée. Oui, cette dame est tombée dans la fontaine en regardant son téléphone. Il suffit de voir les zombies qui sortent du métro de n'importe quelle ville du monde pour se rendre compte qu'il est incapable de faire du multitasking. Alors ces limites, on peut les retrouver dans ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et ces biais cognitifs, ils naissent à cause du système d'exploitation de votre utilisateur. Son système d'exploitation, il a globalement deux parties. Il a une partie qu'on appelle système 1, dans lequel vous allez trouver tout ce qui est intuitif, toutes les réponses automatiques, émotionnelles, en gros, des raccourcis. Et vous avez un système 2 qui, lui, est la partie analytique. Le problème, c'est que le système 2 est une feignasse. Et que globalement, dès qu'il peut, il va essayer de limiter la charge cognitive. Donc en gros, de limiter son effort. Et dès qu'il va pouvoir récupérer directement ce que lui dit le système 1 tel quel, ça va très très bien lui aller. Ce qui évidemment amène un certain nombre de problèmes de jugement et d'erreurs de décision classiques. Mais le vrai problème, le vrai souci, c'est qu'il ne s'en rend pas compte, l'utilisateur. Il ne le sait pas. Il pense être totalement rationnel et faire des choix basés sur des vérités. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et vous me direz, c'est bizarre. C'est quand même bizarre qu'ils ne s'en rendent pas compte depuis le temps. Eh bien, en fait, le vrai souci, c'est que tous les raccourcis que vous voyez là, ils sont suffisants dans la plupart des cas. Ça lui va très bien. Son image du monde lui va très bien. Mais à la beau être biaisée, c'est son image à lui. Finalement, il vit très 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 bien avec. Comment l'aider? Comment aider notre utilisateur à faire le bon choix? C'est-à-dire le choix que nous, en tant que concepteurs, qu'on soit concepteur business, design, qu'on soit tech ou produit, nous on sait qu'il est limité. Donc, comment on peut l'aider à aller vers le choix qui est le bon? Et le choix qui est le bon, c'est évidemment le choix d'utiliser notre produit. Évidemment. Alors on va utiliser justement les failles du système de notre utilisateur. Sa première faille, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. L'utilisateur, lorsqu'il a une croyance et qu'elle est bien ancrée,
tous les éléments qu'il va recevoir et qui vont dans le sens de cette croyance, il va les surévaluer. Et au contraire, tout ce qui ne va pas dans ce sens-là, il va les sous-évaluer. Sauf si on introduit ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Une dissonance cognitive, c'est lorsque la croyance de l'utilisateur est heurtée par un de ses comportements, une de ses pensées, une de ses émotions. Et là, en fait, ça crée une tension au sein de votre utilisateur. Voilà, une tension, et à un moment, cette tension, il faut qu'il la baisse. Et à un moment, ça peut être soit de changer de comportement, quelqu'un qui va vous dire, par exemple, que il est anti-système et que Apple a dépassé 1000 milliards de dollars, donc il doit être anti-Apple, mais lorsqu'il se retrouve à utiliser un produit Apple, il trouve ça cool et il résiste à l'acheter. Ou alors il l'achète et il finit par justifier à ses potes, ouais mais en fait Apple, il lutte contre Google et Microsoft, donc en fait ils sont trop anti-système. Et ce sera devenu le plus gros fan d'Apple que vous puissiez connaître. Et c'est ça qu'on va faire. On va introduire une dissonance cognitive pour aller changer la croyance de notre utilisateur et ensuite lui faire évidemment construire un biais de confirmation autour de ce que nous on a mis dans son petit cerveau. Et ce que je vous propose, c'est de regarder comment on peut faire tout au long du funnel utilisateur. Alors commençons par le commencement, l'acquisition. Ce qui caractérise le choix de votre utilisateur, c'est qu'il adore penser qu'il est malin. C'est comme ça. Il adore penser qu'il est malin. Il veut faire le bon choix, mais le bon choix, c'est pas le choix rationnel, hein. C'est pas le choix le plus économique, c'est le choix qui le laisse penser qu'il est malin. Évidemment, on va le convaincre que le choix malin, c'est celui qui nous arrange, hein. Vous avez bien compris. Pour ce faire, on va supprimer la résistance de plein de façons différentes. On va supprimer la résistance en termes de design, mais aussi en termes de message. Parce qu'à un moment, le cerveau de l'utilisateur, il est limité. Ça sert à quoi de venir lui faire des efforts là où on peut gentiment le guider vers ce qui nous arrange? À un moment, soyons francs. Donc limiter l'effort. Limiter l'effort, ça veut dire, par exemple, utiliser les notions d'affordance. Lorsque vous voyez cette poignée de porte, un utilisateur saura tout de suite comment l'utiliser. Il n'a pas besoin d'apprendre qu'effectivement, il va pouvoir la baisser et la pousser pour pouvoir entrer. Ça ne sert à rien de lui faire un effort supplémentaire. Pourquoi lui faire apprendre et donc retenir et donc lui demander de l'attention pour quelque chose qui peut être aussi simple que ça? Donc déjà, faites attention. Si vous devez le guider vers un choix, comme le fait très bien par exemple Amazon, allez simplement flécher l'endroit où il doit mettre les petites ressources d'attention qui lui restent. Amazon a très très bien compris que l'utilisateur voyait en F. Si vous mettez un F sur une page Amazon, vous vous rendez compte que tout le haut, tout finalement la partie fuite et montrer l'étendue du catalogue d'Amazon est en haut, donc il le voit en premier. Ensuite, il va regarder les images, c'est ce qui va potentiellement le faire se projeter dans l'utilisation. Et quand vous regardez l'autre barre, elle arrive où? Elle arrive gentiment là où il y a les notes, social proof, et les petits boutons pour rajouter au panier. Potentiellement, c'est là aussi qu'on dit qu'il y a la livraison Amazon Prime qui est gratuite. Donc, on guide gentiment l'utilisateur vers ce qu'il a besoin de voir pour pouvoir nous choisir. Quand on a des options, encore une fois, l'utilisateur, il aime être malin. Il aime être malin, ça veut dire qu'il aime avoir des options. Par contre, il ne supporte pas de se prendre la tête à choisir les options. Donc, mettez des options, mais cochez les options qui sont évidemment les meilleures pour lui. Si vous pouvez en plus mettre tout ce qui est privacy loin du transactionnel pour ne pas quand même lui demander trop d'efforts, c'est encore mieux. Réduisez les options. Quand je lui ai donné des options, il aime les options. Il aime se dire qu'il a fait un choix. On parle de l'illusion du choix. Mais si vous pouvez lui dire « celle-là est recommandée », celle-là est préférée par nos utilisateurs, ça va l'aider à faire le bon choix. Soit par autorité, ce que fait très très bien par exemple Windows. Microsoft dans Windows Defender va vous flécher directement l'option de sécurité qui est la mieux pour la sécurité de l'ordinateur. Il vous laisse quand même des options pour avoir une option de sécurité moins bonne pour la sécurité de votre ordinateur. Il est évident que l'utilisateur il va choisir celle qu'on a déjà fléchée. Ou alors, vous utilisez l'autorité de la masse, le choix des utilisateurs. Et là, vous trouvez Amazon's Choice. Maintenant que vous l'avez guidé vers ce qui a le plus de valeur à vos yeux, il va falloir qu'il perçoive cette valeur-là. On va parler directement de valeur perçue.
Jouer sur la désirabilité, par exemple. Montrer qu'à un moment, il a intérêt à désirer un produit. Donc on va jouer sur la rareté. On va jouer sur l'anticipation. Moi, personnellement, j'ai beaucoup vu d'utilisateurs autour de moi me dire qu'ils attendent avril 2019 et la sortie de la dernière saison de Game of Thrones. Et je sais qu'ils vont encore m'en parler pendant les 6 prochains mois. L'ancrage. Vous connaissez le biais d'ancrage ? Le fait qu'on va donner un prix et que c'est ce prix qui va devenir un prix de référence. Exemple, vous voulez vendre votre voiture d'occasion à un utilisateur. Et vous lui dites, la voiture vaut 25 000. L'utilisateur, il va vous dire 22 000. Vous allez dire, ok, 23 500, il sera content, il aura l'impression d'avoir gagné 1 500 €. Même si votre voiture, elle valait 15 000 à la base. C'est pas grave. Lui, il est content. C'est ça qui est important, c'est que l'utilisateur soit content. Les gens qui travaillent dans tout ce qui est premium l'ont bien compris. Apple est un très bel exemple de marque qui se sert des biais d'ancrage. Ce qui est génial avec le premium, c'est que l'utilisateur, quand il voit quelque chose de beaucoup plus cher, il se dit qu'il y a une raison. Si c'est plus cher, c'est forcément qu'il y a une raison. Donc ça doit être mieux. De l'autre côté, quand quelque chose coûte 1 350 €, c'est facile de vendre ensuite un accessoire à 70 €. Ça paraît pas cher d'un coup. Et vous pouvez même vendre d'anciens modèles à 700 € où il a l'impression de faire une bonne affaire. 700 € pour un téléphone. L'effet de l'heure, la technique des 3 devis, vous connaissez la technique des 3 devis. Vous savez comment ça fonctionne ? La technique des 3 devis, c'est que vous allez exposer l'utilisateur à plusieurs offres et il va choisir la seconde meilleure. Petit exemple. Vous connaissez tous The Economist ? Ils vendaient des abonnements d'1 an au journal. Les abonnements d'1 an, vous aviez 2 offres. Soit uniquement digital à 69 $, soit papier plus digital à 125 $. À votre avis, sur 100 utilisateurs qui s'abonnaient, combien choisissaient digital only et combien choisissaient papier plus digital? Juste comme ça. Là. Combien t'as dit? 80% digital? 40% digital? Globalement, vous êtes plus du côté digital? Papier pour toi? Voilà les résultats. 68%. Quand ils posaient des questions à leurs utilisateurs, les gens disaient, mais je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où j'achète du contenu, je paierai plus cher pour avoir le même contenu sous format papier. Donc ils ont fait un test. Ils ont introduit une 3e offre, uniquement papier, au même prix que papier plus digital. Je dis, c'est un peu bizarre. Peut-être que ça va changer des choses, peut-être pas. Suspense. À votre avis, même question, sur 100 personnes qui s'abonnent, combien maintenant s'abonnent au digital et combien s'abonnent au papier plus digital? Tu dirais combien? Nous avons une gagnante, 84%. Même offre. Simplement, le choix malin, quand vous aviez 2 offres, c'était de ne pas payer plus cher pour avoir la même chose sur papier. Là, soudainement, le digital à 69 $, il est gratuit. Il est gratuit d'un coup. Donc, c'est la bonne affaire. C'est quand même formidable. Hein, l'utilisateur est formidable. Vous pouvez aussi, dans l'autre sens, casser la comparaison. Casser la comparaison, c'est vous assurer que le même produit, il ne va pas pouvoir comprendre que c'est exactement la même chose. Vous allez changer de packaging. Vous allez prendre une autre marque. Vous allez éventuellement même dans un autre rayon, une autre catégorie. Et vous arrivez à vendre des ferments lactiques à 6,53 € le litre. L'équivalent d'un bon verre de lait de nos régions, bien évidemment. Vive la France. Vive la République. Pardon. Fallait que je la fasse. Alors votre utilisateur, maintenant, vous l'avez envoyé vers la bonne offre. Maintenant, il a compris que la valeur, évidemment, elle était là sous ses yeux. Mais lui, il a besoin de rationaliser. Il a besoin de trouver une raison et d'expliquer à sa femme pourquoi il a acheté ça plutôt que quelque chose d'autre. Et donc, on va jouer avec un biais qui s'appelle la vérité illusoire. Le fait que quand on répète plein de choses très souvent, venues de gens différents sur des canaux différents, on finit par penser que c'est vrai, parce qu'on se rappelle qu'on l'a déjà entendu quelque part. Exemple, beaucoup d'utilisateurs sont persuadés qu'ils n'utilisent que 10% des capacités de leur cerveau.
trouvez-moi une étude qui effectivement prouvera ça, vous pouvez vous lever tôt. Petit exemple, pour utiliser la vérité illusoire, la norme sociale. Le fait que d'autres ont fait devant moi. Alors, jamais un utilisateur va vous dire qu'il a choisi ça parce que d'autres fans d'Apple l'ont fait. Il ne s'en rendra même pas compte qu'il a fait ce choix à cause de ça. Il vous exprimera qu'il a évidemment comparé les performances et que l'appareil photo, il a 18 lentilles et que c'est pour ça qu'il a acheté. Mais en fait, c'est simplement parce que d'autres devant lui l'ont fait. Vous pouvez jouer des similarités aussi. Si vous voulez lui montrer qu'il a tort et que vous lui dites qu'il a tort, l'utilisateur, il va se braquer. Il est comme ça. Pas toujours bon caractère. Par contre, si vous jouez avec ses aspirations et qu'à un moment, vous lui permettez de se rendre compte que pour tenir son aspiration, similarité, il y a quelque chose qu'il faudrait qu'il corrige, il deviendra votre premier défenseur. Et il dira à ses amis qu'en fait, les tisanes détox, ça ne marche pas. Par contre, il faut manger du concombre à tous les repas. Éviter l'inertie, pourquoi vous me direz? C'est bizarre, je lui ai montré le choix. Je lui ai dit que c'était le meilleur, et en plus de ça, il peut justifier. L'utilisateur, je vous ai dit, c'est un feignant. Donc à un moment, il va falloir le pousser à cliquer sur le bouton. Parce que c'est quand même dommage d'avoir fait tout ce travail pour rien. Donc on va jouer avec ses émotions. Parce que finalement, au fond de lui, l'utilisateur est tel une petite marmotte effarouchée, et plein d'émotions, dont par exemple la colère, la peur. La peur, on va très très bien l'utiliser avec les notions d'urgence. Booking étant quand même le plus grand spécialiste en termes d'angoisse. Je vais à une conférence dans 3 semaines. Et en plus, ce qui est formidable, c'est qu'ils font un double combo, c'est-à-dire que non seulement ils vous montrent qu'il y a une autorité, comme quoi c'est un best-seller, ils vont l'utiliser, la norme sociale, pour me dire « Oh, regardez, il y a une forte demande », et ils me disent « Attention, comme tu ne l'as plus, il est possible que celui-là, à un moment, tu le manques. » Et donc, évidemment, j'ai pris un hôtel à 443 €. Mais j'ai fait une note de frais, il ne faut quand même pas abuser. Et évidemment, maintenant qu'il a fait son choix, il a acheté, il va falloir éviter le remords. Le remords, c'est une dissonance cognitive. Tiens, à un moment, il va se dire quand même que 1 350 € pour un téléphone, c'est peut-être un peu cher. Et comment véritablement sa femme va le prendre? Et donc, on va essayer de continuer à l'engager. Et continuer à l'engager, ça s'appelle de l'activation. Votre utilisateur est rentré, il vous a choisi. Et activer, c'est le pousser à utiliser votre produit et à en comprendre toute la valeur. Et ce qui est formidable avec l'utilisateur, c'est qu'il est terriblement curieux. Une fois qu'il n'a plus peur, vous pouvez effectivement l'approcher et lui donner des choses à manger. Et il va venir, il va goûter. Par exemple, la technique du pied dans la porte. L'utilisateur, si vous voulez l'attraper tout de suite, ça ne va pas marcher. Donc on va lui donner un petit bout de fromage, il va s'approcher et petit à petit, il va vous faire confiance. C'est la même chose en fait dans les produits. L'exemple, là, c'est Zappos. Zappos donne du contenu gratuit et pour pouvoir ne pas le manquer, rappelez, émotion, peur de manquer le contenu, on va lui demander simplement son adresse email. Ce qui est une bonne excuse, une fois qu'on a mis le pied dans la porte, de lui demander un peu plus d'informations. Vous avez des gens qui font ça avec la géolocalisation. Évidemment, sur pagejaune.fr, c'est au moment de la géolocalisation, c'est pour pouvoir vous donner des petites cartes qui sont autour de chez vous. Ce n'est pas du tout pour avoir des informations sur vous et savoir que vous vendez derrière. L'illusion de propriété. Lorsque l'utilisateur se projette dans le fait qu'il a le produit, alors il envoie tous les bénéfices. Toute la technique des free trials, que fait très bien Netflix et que fait très bien Deezer, c'est finalement de vous laisser goûter aux choses. Et laisser goûter aux choses, il se rend compte qu'il a dans les mains et qu'après, il n'a plus envie de rendre le jouet. Oh. La gratuité. Si vous présentez quelque chose qui n'est pas cher à l'utilisateur, il va se dire que c'est pas bien. Si vous lui dites que c'est gratuit, il va trouver ça génial. C'est le même produit, c'est strictement la même chose. Donc, des gens comme Zalando ou Zappos, ils vous disent le retour est gratuit. Génial, le retour est gratuit, ça ne me coûte rien. Ça va coûter 130 €, le fait d'aller à la poste, de devoir revenir à la poste pour redonner le colis, bien évidemment, mais ça, ils ne vous le disent pas. Amazon et le free shipping, ce qui est encore plus formidable, c'est que lorsque l'utilisateur, à chaque fois, on lui rappelle que comme il a pris Amazon Prime, il a fait le bon choix, le choix malin, puisque c'est gratuit à chaque fois, alors en plus, ça va renforcer son idée qu'il a fait le bon choix.
L'accomplissement. L'utilisateur, il a besoin de sentir qu'il est fort et qu'il progresse. Donc on va jouer avec le fait qu'à chaque fois qu'on a l'occasion, on va lui rappeler à quel point il est talentueux, à quel point il a évalué dans ses compétences. On va parler de WinState. Grande spécialité des jeux en ligne, qui à chaque fois que vous faites simplement, mettez votre doigt pour casser 3 briques ou 3 bonbons, ils vous disent à quel point vous êtes formidable. You're amazing! On va lui donner un feedback positif à chaque fois qu'il va dans la bonne direction étant évidemment celle qui vous arrange. Vous avez bien compris. La complétion. Qui jamais ne s'est retrouvé avec un utilisateur qui disait « je comprends pas, j'arrive jamais à avoir 100% de mon profil sur LinkedIn. » Il y a toujours des trucs qui manquent. J'ai toujours des notifications que j'arrive jamais à supprimer, pourtant les messages je les ai déjà lus. Parce qu'en fait l'utilisateur a horreur du désordre. Il a besoin de ranger les choses. Donc il suffit de créer du désordre, de lui montrer le désordre pour que naturellement il aille ranger. Évidemment, pour les ranger, il faut qu'il se connecte. Donc il utilise, et donc il crée une habitude. Donner du sens ou une illusion de sens à l'utilisateur. Imaginez un utilisateur en voiture, avec sa femme à côté. Sa femme le guide sur Google Maps. Et évidemment, sa femme se trompe. Ou en tout cas, c'est ce qu'il pense. En fait, c'est Google Maps qui l'a mis directement dans une impasse. Et plutôt que d'insulter sa femme, ce qu'il a déjà fait auparavant, il insulte le GPS. Sauf s'il utilise Waze. S'il utilise Waze, son premier réflexe, ça va être de dire aux autres que Waze s'est trompé et qu'il faut corriger la carte. C'est formidable. Vous vous rendez compte quand même que lorsque vous avez un nid de poule et que l'utilisateur rentre dans le nid de poule, son premier réflexe, c'est pas d'insulter les gens qui ont mis la route, c'est d'appuyer sur Waze pour dire qu'il y a un nid de poule. Et il est content. Il est content d'avoir dit qu'il y avait un nid de poule. Il se prend en jeu. Le fait de donner du sens, c'est aussi de faire partie d'une communauté. Des gens qui, effectivement, vont être très fiers d'être anti-Apple ou pro-Apple. Et ils vous le disent, hein, c'est à un moment, ça fait partie de leur... C'est comme un bord politique. Hein, ça fait partie de leur identité profonde, parce qu'ils participent à quelque chose qui est plus grand qu'eux. Évidemment, si vous voulez que l'utilisateur vous suive, il va falloir garder le difficile pour plus tard. Donc tous les choix compliqués, les options, éventuellement de choisir ces options au bout de 12 mois, hein, lorsque vous allez passer de 9,99 € à 45 € sur votre abonnement de téléphonie mobile, bah autant attendre 12 mois, hein. C'est comme une fois qu'il sera bien habitué. C'est important de le garder là-dedans. Et pour pouvoir le garder, on va parler de rétention. La rétention, comment ça se construit la rétention? Ça se construit avec des récompenses. Je vous l'ai dit, hein, l'utilisateur, maintenant qu'il est venu, maintenant que vous l'avez finalement apprivoisé, il a besoin que vous lui caressiez le ventre et que vous fassiez des gratte-gratte pour qu'il se rende compte à quel point vous l'aimez. Ce qui est formidable avec les récompenses, c'est que l'utilisateur, peu importe la valeur de ce que vous lui donnez, ce qui est important, c'est la perception qu'il va avoir de ce que vous lui avez donné. Par exemple, il va pouvoir passer des heures et des heures et des heures et des heures à gagner des tokens, des monnaies virtuelles. Tous les gens qui connaissent l'utilisateur et ont joué à Pricey pour gagner environ 2,50 € au bout de 2 ans savent de quoi je parle. Et à chaque fois, on va lui dire, mais c'est formidable, alors, petite récompense, et plus la récompense est petite, et plus il va justifier le temps qu'il y a passé. L'imprédictibilité, vous le connaissez celui-là. Le time well spent. Le fait que lorsque vous vous ennuyez, vous allez sur Snapchat ou Instagram et que à chaque fois que vous allez rafraîchir, vous avez du nouveau contenu et que vous vous rendez même pas compte, l'utilisateur ne se rend pas compte qu'il a passé 2 heures sur Pinterest à regarder différents modèles de bonnets à tricoter pour le petit-neveu pour Noël. Non, il ne se rend pas compte. C'est comme ça qu'on marche dans le casino. Ouh. Il arrivera après, lui. L'envie. L'utilisateur est jaloux. L'utilisateur
adorent regarder ce qu'ont les autres. Hein. C'est la base de Facebook. Hein. Regardez ce que effectivement d'autres personnes ont. Ce n'est que du stalking. Et dire, regarde, il y a des gens qui ont des choses de mieux que toi, plus belles que toi, plus grandes que toi. Tu n'as pas envie de faire des actions pour pouvoir, toi aussi, avec plein de miles, arriver au lounge de l'aéroport pour pouvoir, pendant une demi-heure, être sur un fauteuil massant. La réassurance. L'utilisateur qui utilise Tinder, il n'achète pas l'amour. Il achète le petit boost d'ego lorsque la fille qu'il a liké le like en retour. Ce qui veut dire que s'il veut recevoir plus de récompenses, il a intérêt à liker et à liker. Simplement, ça ne dépend pas de lui, pas totalement. Mais il aura l'impression d'être compétent, puisque c'est ses actions qui ont mené à son bonheur. La supériorité. Ah, ça, il adore ça. Si vous avez déjà vu un utilisateur gagner une enchère sur eBay, vous savez de quoi je parle. Pour ceux qui aiment The Big Bang Theory, je vous rappelle un magnifique épisode avec I'm the Sword Master, qui effectivement représente pas trop mal mon propos. Et il faut lui laisser montrer sa victoire. Dans des jeux en ligne, on va pouvoir, lorsque effectivement vous avez des notions de lootbox, pousser un utilisateur, grâce à l'imprédictibilité, à tuer 24 fois le même monstre pour essayer d'avoir une épée légendaire, pour pouvoir ensuite rentrer dans la ville où il va pouvoir exhiber sa jolie épée légendaire, qui est invendable sur les marchés normaux. Mais il est content. La difficulté. Il ne faut pas que toutes les récompenses pour l'utilisateur soient accessibles à tout le monde, sinon il ne se sent pas supérieur. Mais si vous voulez qu'il reste, il faut lui montrer non seulement à quel point il est fort, champion, mais aussi à quel point il y a des gens meilleurs que lui. Comme ça, il va toujours chercher à faire les petites actions qui vont lui permettre de gravir le prochain sommet. Je vais ramener aux théories du flow, pour ceux qui connaissent. Et l'important, c'est qu'il ne soit jamais laissé sans guide. Qui connaît des gens addicts à Candy Crush ? Candy Crush fait ce qu'on appelle du glowing choice, c'est-à-dire que lorsque Candy Crush vous l'utilisez et qu'à un moment vous arrêtez d'agir, vous savez, il met juste ces petites choses en surbrillance vous disant c'est ça le choix que tu dois faire. C'est faux. C'est pas le choix que vous devez faire. Jamais, au grand jamais, ils n'ont montré à l'utilisateur le bon choix. Mais ils ne veulent surtout pas que l'utilisateur arrête de l'utiliser. Ils ne veulent surtout pas que l'utilisateur se sente bête. S'il se sent bête, il va dire que c'est le jeu qui est bête, c'est le jeu qui est pourri. Il est pourri ton jeu, j'arrête de jouer. Donc quitte à l'amener directement à la défaite, il va toujours préférer que l'utilisateur joue. Et lui montrer qu'il était presque. Vous avez déjà vu des utilisateurs essayer de choper ce nounours dans la tirette à la fête foraine. Ah, je l'avais presque, il est tombé après. Ce n'est pas un hasard. Il y avait un product manager derrière ça. On va encore jouer avec les émotions de l'utilisateur dans la partie rétention. Encore. Par exemple, l'impatience. L'impatience. Le fait que quoi qu'il fasse, il va être limité dans un temps. À un moment, il ne va pas pouvoir faire les actions que vous voudriez qu'il fasse. Un peu bizarre. Vous allez créer de la frustration. Mais évidemment, puisque vous êtes miséricordieux, vous allez lui donner la possibilité de lever la frustration en achetant des vies supplémentaires ou en regardant une publicité. Ça marche aussi. Vous pouvez mettre une notion d'intuito personné, rendre les choses personnelles. Ce petit exemple est sorti directement des commentaires sur l'édito du Monde suivant la perquisition de M. Mélenchon. Vous voyez des gens qui utilisent l'anonymat pour pouvoir parler de fascistes de gauche, de gourous, de Staline ou de Pinochet. Pourquoi ? C'est parce que plutôt que de venir pour lire l'actualité, ils finissent par trouver l'intérêt de venir, encore une fois, pousser des idées personnelles, quelque chose qui est plus grand qu'eux, pousser un camp politique, même si ça n'a rien à voir avec le Spielplick. L'aversion à la perte. Personnellement, en tant que PM chez Deezer, je haïssais l'aversion à la perte.
Vous savez tous que sur Deezer ou Spotify, lorsque vous créez des playlists, vous ne pouvez pas les récupérer si vous changez de service. Rien n'empêche Deezer et Spotify de faire un produit permettant de passer les playlists de l'un à l'autre. D'ailleurs, vous avez Flores et pléthore d'applications qui le permettent et qui ne sont pas des applications officielles. Pourquoi ? Parce que lorsque l'utilisateur a créé son avatar, lorsqu'il a accumulé 2 millions de pièces dans Diablo 3, même s'il ne peut rien acheter avec, et bien finalement ces choses lui appartiennent. Même si elles ne valent rien, elles valent des choses à ses yeux. Et le fait que ça vale des choses à ses yeux veut dire qu'il n'a pas envie de s'en défaire. Donc, vous créez une barrière à la sortie. Tout ça pour vous dire quoi ? On peut tromper 1000 fois 1000 utilisateurs. C'est possible, même sans chewing-gum. C'est possible. Le plus bel exemple, c'est Farmville. Vous connaissez Farmville ? Ce jeu formidable où vous devez faire une ferme dans la vie virtuelle. Ce qui est formidable chez Farmville, c'est qu'ils ont fait un méga combo d'à peu près toutes les techniques dont je vous ai parlé. La possession, vous créez votre ferme et à un moment, votre ferme vous ressemble. La créativité, il y en a qui font la Joconde avec des épis de maïs, et voilà, ça existe. Mais là où ils sont formidables, c'est qu'un jour, un de leurs product managers, suivant ce qu'ils appellent le data-driven design, s'est dit, attends, pour que les gens fassent plus de rétention et d'engagement, j'ai une idée géniale. Lorsque le mec plante du maïs, il va falloir qu'il revienne au bout de 3 heures pour pouvoir moissonner. S'il plante du blé, 4 heures. S'il plante des betteraves, 5 heures. Donc on va le faire revenir au bout de 3 heures et de 4 heures et 5 heures. C'est génial. Mais on ne va pas juste s'arrêter là. S'il vient après 3 heures, ça va commencer à pourrir. Et s'il vient trop tard, c'est mort. Ce qu'il faut avec Farmville, c'est que il y a des utilisateurs qui partaient en vacances et qui ne pouvaient pas se connecter, à l'époque où on payait très très cher le roaming. Alors pendant quelques jours, ils étaient insupportables. Et au bout de 10 jours, il y avait une espèce de deuil qui se créait. Et en fait, les gens étaient plus heureux lorsqu'ils avaient arrêté de jouer. C'est-à-dire qu'en ayant créé un design uniquement basé sur des métriques, ils avaient fini par créer un jeu qui faisait du mal aux gens. C'est formidable, tout en faisant quand même un paquet de brosouf, faut quand même le dire. Vous savez quoi ça me fait penser ? Moi, ça me fait penser à une expérience que je pense que vous connaissez toutes, qui s'appelle l'expérience de 1000 grammes. Qui ne connaît pas l'expérience de 1000 grammes ? Ok. Vous irez boire un verre après, quand je vous aurai raconté ce que c'est que l'expérience de 1000 grammes. L'expérience de 1000 grammes. 1000 grammes est un chercheur. Et il propose à des gens comme vous et moi de venir participer pour l'aider à une expérience. L'expérience consiste en quoi ? En face de vous, vous avez un pupitre qui ressemble à ça, et vous voyez que vous avez des boutons. Et en face de ces boutons, il y a un voltage. On vous explique que vous allez jouer le rôle d'un professeur. Un professeur qui va poser des questions dans un micro. Une personne que vous ne voyez pas reçoit les questions. À chaque fois que cette personne reçoit des questions mais qu'elle se trompe dans la réponse, vous devez appuyer sur un bouton pour lui envoyer un choc électrique. Évidemment, il ne reçoit pas vraiment le choc électrique, c'est un complice, mais vous ne le savez pas. Par contre, vous l'entendez. Et donc vous avancez avec votre petit doigt, à chaque fois qu'il fait une mauvaise réponse, vous appuyez, c'est 15 volts de plus, 15 volts de plus, 15 volts de plus, jusqu'au moment où vous avez numéro 30 qui est un choc mortel. Alors vous hésitez quand même à certains moments, mais le professeur en blouse blanche vous dit non, il faut continuer, c'est l'expérience. Juste comme ça, pour les gens qui ne connaissent pas l'expérience, à la base, il pensait qu'il y aurait à peu près 1% des gens qui iraient jusqu'à un choc mortel. À votre avis, quel pourcentage d'utilisateurs ? Pas autant que ça. Vous êtes quand même négatif. Que 65%. Et les gens le justifiaient, ils disaient mais on m'a demandé, mais il y avait la pression et tout ça. Alors je ne ferai pas de point Godwin par rapport à ça, mais vous pourriez le faire tout seul. Et le truc c'est que là il y avait une autorité en blouse blanche, mais l'autorité prend beaucoup
de formes différentes. Votre manager, votre board, vos actionnaires qui demandent des métriques, ou vous-même. À un moment, pouvoir avoir la prime à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, ce sont des formes d'autorité. Pourquoi l'utilisateur il appuyait sur le bouton? C'est parce qu'il était motivé. Et en fait, la clé de l'engagement d'un utilisateur, c'est la motivation. Sans motivation, il n'y a pas d'action. Sans action, il n'y a pas de mouvement. Ça, ce sont les 8 drivers de motivation humaine. Vous pouvez placer là-dessus toutes les techniques dont je vous ai parlé. Le sens avec Waze, l'évitement avec la version à la porte, la possession, l'accomplissement évidemment, la partie sociale, Facebook, la possession, tous les amis que vous avez sur Facebook et tout ça, et les photos que vous avez mis, et le fait que si effectivement vous avez peut-être désinstallé l'app, mais vous n'avez pas supprimé votre compte. Vous pouvez le dire maintenant. La rareté, l'imprédictibilité, bien évidemment. Tout ce qui est là, on appelle ça de la black hat motivation. Tout ce qui est au-dessus, c'est de la white hat motivation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui est black, on va dire que l'utilisateur il se sent sous pression. Tout ce qui est au-dessus, il se sent bien. On va parler d'autonomie, de compétences. On va parler de fait d'être connecté socialement. Vous me direz, donc ça veut dire que c'est un peu comme dans Star Wars. Ça, c'est la partie lumineuse et ça, c'est la partie obscure. Oui, c'est à peu près ça. En gros, mais que en gros. Parce que c'est pas forcément mal d'utiliser ce qui est en bas, tant que vous l'utilisez pour l'impulsion. Tant que justement vous luttez contre l'inertie de l'utilisateur. Vous connaissez tous Wikipédia. Wikipédia, lorsque à un moment ils font les campagnes Wikipédia, ils vont jouer avec vos émotions. C'est Jimmy Wales lui-même qui vous envoie un email. Moi, il me tutoie, parce qu'il me connaît bien. Tout ce qui va être campagne contre la faim joue avec ça. Il y a une notion de sens, mais il y a aussi une notion de culpabilité. On va mettre la pression sur l'utilisateur. Petit occidental égoïste, finalement, avec ton petit ego, embourgeoisé, comme dirait l'autre. Pourquoi je vous ai dit tout ça? C'est pas pour faire mon mec rigolo en parlant de dark pattern. Parce qu'en fait, vous avez le choix. C'est votre identité de concepteur qui est importante. Est-ce que finalement, le fait de vous dire oui, mais c'est que digital, puis l'utilisateur, au final, il a le choix. Enfin, il est grand à un moment. Il fait ses choix. Moi, je conçois des fonctionnalités, je les code, ou alors je les design, ou alors je les spec, ou alors je les vends. Mais c'est pas moi qui les utilise. Et puis en plus, tu me parles d'environnement, Fabrice, mais c'est un environnement digital, c'est pas non plus, je suis pas en train de tuer des bébés phoques. Bah ça vous regarde. Pourquoi? Parce qu'on est tous responsables de ça. On est tous responsables de se dire qu'à un moment, ce qu'on conçoit a un impact sur les utilisateurs. Peu importe le rôle qu'on a là-dedans, on est tous dedans. Pour être responsable, il faut pouvoir déterminer ce qui est dark. Donc il y a des dark patterns à droite à gauche. Ce que moi j'ai essayé de vous montrer, en vous donnant ce petit framework de motivation, c'est que vous puissiez déconstruire ce qu'il y a derrière les patterns. Quand on vous parle de patterns de design, de patterns de growth, de patterns de produits, de growth hacking, de mind hacking, de hooked, Barnier Réal. Toutes ces choses formidables que vous allez lire à droite à gauche et que beaucoup de gens vont implémenter en essayant de voir si ça fait bouger les métriques, sans être forcément capables d'identifier quels sont les éléments, quelles sont les mécaniques sous-jacentes à tous ces patterns. Il y a beaucoup d'entreprises qui lèvent beaucoup d'argent uniquement basées sur ces patterns. Et ça fait rêver. Ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est de vous rendre compétent et autonome dans la capacité d'identifier, quand vous allez utiliser les choses et les leviers de vos utilisateurs, ce qui va vous paraître bien ou pas. Donc le seul message que j'ai à vous donner, c'est pas de vous juger. C'est juste de vous dire de ne pas être un sociopathe digital, d'être capable de déterminer en votre âme et conscience ce que vous considérez être dark, ce que vous considérez être light, et la raison pour laquelle vous le faites. Merci à vous.
Déjà, merci pour la conférence. Je pense que tout le monde est d'accord. Ça éclaire beaucoup de choses. Un peu, mais ça va. Plus qu'une question, en fait, je pense que vous connaissez, mais c'est une recommandation. Pour ceux qui connaissent pas, il existe une chaîne YouTube et un site internet de l'hacking social. Et je pense que comme c'est votre conférence, je vais vous laisser la présenter. Enfin, je vous laisser en parler, peut-être. Très bien. On peut l'applaudir quand même. Merci. Participe autant que toi. Donc c'est Horizon Ghoul, c'est un gars, un YouTuber en fait, qui présente tous les biais cognitifs qui sont en place dans notre société, dans les centres commerciaux, etc. Et qui font qu'on tombe sous le joug en fait du marketing. Et quelques exemples, par exemple, ça va être comment est-ce que le costume va influencer en fait notre façon de percevoir les choses. Et il montre par exemple que si un policier vous demande quelque chose, vous êtes beaucoup plus susceptible de lui dire oui que si c'est quelqu'un qui est mal habillé. Parce que notre perception fait que il y a une autorité qui est en place et on va lui dire oui. Même si c'est complètement débile ce qu'il nous demande. Mais voilà. Donc, hacking social, Horizon Ghoul. Horizon Ghoul. Horizon, comme horizon. Horizon. Et Ghoul, G-U-2-L. Voilà. Maintenant que tu nous as expliqué un peu tous les moyens qui sont utilisés pour attaquer notre cerveau, quels sont les moyens pour nous défendre, mis à part déjà la connaissance? Alors lesquels? Vous avez plein de sites web qui essaient de vous faire prendre conscience de tout ça. Vous avez effectivement des trucs avec de l'éthique, du dark pattern. Parlez à Geoffrey Dorn demain, je pense qu'il a un paquet de références à vous donner. Le problème, c'est qu'on a du mal à identifier nos propres problèmes, nos propres, finalement, fissures dans nos beaux systèmes. On adore l'image qu'on a de nous-mêmes. On a du mal à recevoir des informations qui cassent l'idée qu'on a de nous-mêmes. J'ai pas de super pouvoir pour le faire. Si, j'ai ma femme qui est psychologue et qui effectivement ne sait pas se servir d'un GPS. Chérie, si tu m'entends, je t'aime quand même. Voilà, je t'ai quand même insulté 2-3 fois. Mais faut connaître effectivement ses failles. C'est être capable à un moment, lorsque vous avez envie de quelque chose, lorsque vous voyez des mécaniques, de juste vous poser cette question intellectuelle en tant qu'à un moment concepteur d'une façon ou d'une autre d'un produit digital de qu'est-ce qui se passe derrière. Vous savez, c'est un peu comme une notion de marionnette, d'être capable d'identifier des fils qui vous font bouger. On a le droit d'avoir des péchés, d'accord ? Je ne vous dis pas qu'à un moment, vous n'avez pas le droit d'être fan de Candy Crush. Hein ? Vous avez tout à fait le droit d'être fan de Lego ou de Minecraft et de passer des heures finalement à des choses qui n'ont d'autre raison que de vous entretenir l'esprit. Je suis sur Facebook et sur Twitter. Et régulièrement, par pur ego, je regarde si des gens ont liké mon tweet. C'est bête, mais c'est comme ça. Donc les intentions coupables, c'est pas quelque chose de mauvais. Par contre, faites l'exercice intellectuel. Tout ce que je vous ai donné, c'est que des exemples, il y en a plein d'autres. Mais si vous regardez le petit framework, la petite mine là, que je vous ai montré, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est un monsieur qui s'appelle Yu-Kai Chao. Ça s'appelle l'Octalysis Framework. Je ne sais pas pourquoi le nom a disparu, j'ai dû faire un truc bizarre dans la slide. Mais c'est de vous dire, ok, où est-ce que ça se place là ? Où est-ce que ça se place que je suis en train de vivre ? Est-ce que finalement j'aime ça parce que je suis en train de posséder des choses et j'ai l'impression qu'effectivement mon avatar est hyper important ? Zenly par exemple, vous connaissez Zenly ? Une boîte française rachetée par Snapchat, quelques centaines de millions d'euros quand même. Je connais très très bien les gens qui designent Zenly.
Et effectivement, il s'éclate. Regarde, j'ai fait un avatar où en fait là, le truc, on va jouer avec la créativité de l'utilisateur, donc Empowerment, mais on va lui proposer en fait des cartes qui bougent comme ça, il va les partager. Et ils sont super contents de faire ça. Par contre, ils savent pas du tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est simplement, posez-vous la question de ce que vous vivez, posez-vous la question de quelle est l'intention de l'utilisateur, du concepteur derrière, identifiez les petites briques de Lego qui sont derrière, et lorsque vous allez le faire, posez-vous cette question aussi. S'il vous plaît, posez-vous au moins la question. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez dire que de toute façon, votre job vous emmerde et que de toute façon, vous n'êtes pas responsable. Ça vous regarde et je ne vous jugerai pas. Mais posez-vous la question, s'il vous plaît.